les recherches sur la chaussure, Philippe, et ensuite la biomécanique, le mouvement. On a vu aussi beaucoup de recherches hier avec un autre institut Carnot qui travaillait vraiment sur le mouvement. Tout ça c'est lié et on va évoquer la biomécanique pour la prévention des blessures avec un grand spécialiste. Alors, bah oui, quand même. Merci. Typiquement, c'est très flatteur. La collaboration avec le Stade français, elle est venue de 2 études qu'on a faites pour eux. La première sur les chaussures, donc on a été capable de reproduire le même type d'essai sous la demande de Jean Quesada pour tester toutes les chaussures du Stade français. Donc on a fait exactement les mêmes travaux et le Racing était tout à fait d'accord pour que le protocole puisse être diffusé à d'autres clubs. C'est génial. Et tous les résultats qui ont été typiquement faits au niveau du Racing ont été diffusés à l'ensemble des médecins de toutes les équipes du top 14. Donc il y a vraiment la volonté de préserver la santé des joueurs et je pense qu'il faut remercier des équipes qui sont capables de mettre leurs données comme ça à la disposition de tous. Et puis on a commencé à faire des analyses de joueurs un petit peu particuliers. Donc on a commencé avec Sergio Parissé qui nous avait été amené par Sébastien. Donc je vais laisser Sébastien présenter la cellule. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter la cellule. Donc en fait, tout ça est né effectivement du lien qu'on avait avec Philippe à l'occasion justement de la visite de certains joueurs qui avaient des petites problématiques au labo de Bioméca. Et à partir de là, on a lancé cette idée de création d'une cellule recherche dédiée à la prévention des blessures au sein du club. Donc on est parti d'un constat qui est que sur les 20 dernières années, même si l'incidence des blessures est restée relativement constante, ce qui peut paraître étonnant, leur sévérité, elle, a été en constante augmentation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, le développement des stratégies préventives est indispensable. Et on le voit dans une équipe, un joueur qui est clé, qui se blesse, c'est dramatique. Tout à fait. Tout à fait. Ça se transforme effectivement au bout du compte en perte de points, perte de points, perte de match, classement, perte de match, voilà. perte de finances. Donc c'est un fardeau pour les clubs à tous les niveaux, pour les joueurs et pour les clubs. Carrément. Donc ces stratégies préventives, elles sont rendues plus facilement faisables aujourd'hui grâce aux outils biomécaniques avec 2 objectifs principaux qui sont de réaliser des bilans personnalisés. Donc là pour le coup vous avez vu déjà des images similaires tout à l'heure pour identifier les facteurs de risque biomécaniques et les facteurs de risque neuromusculaires. Donc en gros c'est quoi? C'est quelles sont les caractéristiques d'un individu qui nous prédispose à faire des pathologies. L'idée c'est de faire des bilans personnalisés pour essayer de les identifier et de les régler. Et le deuxième point très important, c'est de réussir à quantifier les contraintes auxquelles les joueurs sont soumis dans leur pratique réelle au plus proche des conditions de jeu. Une info assez étonnante qui est sortie de la bibliographie, c'est que pendant longtemps on a cru qu'avec l'avènement du professionnalisme et la professionnalisation des clubs, c'était la charge d'entraînement qui avait entraîné cette augmentation de la sévérité des blessures. Or, une étude a montré que même si la sévérité a doublé en l'espace de 10 ans, le temps d'entraînement est lui resté relativement constant. Ce qui nous a fait nous intéresser plus particulièrement plutôt à l'intensité des contraintes vécues par les sportifs plutôt qu'à la charge de travail, même si c'est un point très important aussi. Et un des outils qu'on voudrait utiliser pour ça, c'est de designer des tests de retour au jeu post-blessure qui soient scientifiquement valides. Et ces tests-là, on espère qu'ils seraient aussi prédictifs en fait, du futur état potentiel lésionnel d'un joueur pour essayer de les régler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le fait pour le rugby, mais pour tous les sports confondus, on fait au laboratoire des bilans personnalisés à la demande des médecins, des équipes nationales ou des équipes de clubs. Donc on l'a fait typiquement pour certains joueurs du 15 de France juste avant la Coupe du Monde, où on va être en capacité de leur faire leur modèle EOS. Si on peut avoir l'analyse IRM ou l'analyse élastographie, on est capable de les reconstruire en 3D complètement. On leur fait un bilan élastographie qui permet de mesurer les propriétés mécaniques des tissus, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un biomarqueur. Donc on est capable de savoir quelles sont les raideurs des tendons d'Achille et du tendon patellaire. Et typiquement, juste pour vous donner un ordre d'idée, quand un joueur a une phase d'inactivité importante, ce qui peut être typiquement le cas des grandes vacances, il devient beaucoup plus mou. Dès qu'il refait de la préparation physique, il va se raidir pour arriver à un espèce d'optimum. Par contre, dès qu'il a la moindre blessure, tout ce qu'il avait gagné en raidissement, il le perd comme on gagne et comme on perd du poids. On met très longtemps à en perdre, mais pour en gagner, ça va très vite. Et là, il se passe exactement la même chose. Et on est capable de suivre sur des thématiques de retour au jeu, par exemple après des ruptures de croisés où on va suivre le joueur pendant 6 mois. Il va venir au labo tous les 15 jours, faire ses mesures et de donner un indicateur, c'est pas le seul, évidemment, le médecin ne se sert pas que de ça, mais qui permet de se rendre compte de où il en est dans son processus de rééducation et est-ce qu'on est capable ou pas de le remettre sur le terrain.
Et donc ça se fait pour l'instant en labo avec un certain nombre de difficultés. Donc là, vous voyez Julien Delbouy qui malheureusement s'est fait plusieurs fois les croisés et dont on essaie de regarder la problématique de stabilité de genou sur des changements d'appui de façon extrêmement fine en le traquant sur des modèles qu'on lui demande de faire avec ou sans incertitude. La difficulté, vous la voyez, c'est que on est dans un espace extrêmement réduit, même si la salle fait 20 mètres de long, mais voilà, ils vont tellement vite qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de refaire ça en laboratoire si on veut être pertinent. Et on les accompagne, bien entendu, sur toute la partie, comme on l'a vu tout à l'heure, étude de chaussures. Donc vous voyez l'aura que vous avez reçu hier sur la partie lift. L'idée pour nous, c'est vraiment maintenant d'être en capacité de les suivre et d'aller directement faire les manips au stade. Donc Julien, toujours le même, sur son profil First Vitesse, accompagné par Guy Antanon, qui lui demande des exercices spécifiques qui sont à la fois évalués par leur staff, mais aussi évalués en complément par le laboratoire de biomécanique. Les outils permettent ça, d'aller se déplacer maintenant. C'est le labo qui va dans le stade. Exactement. C'est exactement ça, c'est top. Ça, vous avez spolié la slide d'après. Mince. Non, c'est pas grave, c'est juste, c'est une très bonne introduction, merci. Donc en fait, la problématique qu'on rencontre, c'est lié à l'environnement d'études. Donc en laboratoire, on a tout le matériel suffisamment précis pour avoir de la donnée permettant de faire de l'étude scientifique valide. Mais on est loin des contraintes rencontrées en situation de jeu. Donc comme Philippe l'a dit, les vitesses d'engagement sont moins importantes, les distances d'élan sont moins importantes, le terrain est différent, on n'est pas en chaussures de crampons. Donc c'est quand même très différent. Et à l'inverse, quand on est sur le terrain, on a ces niveaux de contraintes plus proches de leur pratique. Mais en revanche, on n'a pas encore les outils suffisamment fins et précis pour pouvoir avoir la data qui nous permet de pouvoir tirer des conclusions valides. Et donc la solution, ça a été de tenter de se doter donc cette capacité d'analyse in situ au stade en créant cette cellule de bioméca au sein du Stade français. Les nouvelles technologies en biomécanique permettent ça. Donc vous pouvez voir là des centrales inertielles qui permettent sur la gauche de pouvoir recréer une cinématique sur un sujet entier. Donc là en fait c'est juste des accéléros qui sont placés à différents endroits du corps et qui permettent de recréer un modèle mimant la façon dont le joueur se déplace. Les EMG qui permettent de mesurer l'activation des muscles. Et les nouvelles technologies de motion capture markerless qui sont des caméras qui permettent de faire de la modélisation 3D, mais où là on peut le faire en extérieur, on n'a plus besoin d'équiper de petits marqueurs réfléchissants pour pouvoir avoir ces modèles. Et enfin les plateformes de force que Philippe a présenté tout à l'heure aussi, qui peuvent aussi aujourd'hui être enchâssées dans le sol de manière à pouvoir donner accès aux efforts sur les terrains. Donc tout ce nouveau matériel va nécessiter des nouveaux protocoles avec la création de nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles, on va devoir aussi les valider en les comparant au gold standard de l'analyse du mouvement qui se fait en laboratoire. Comme vous pouvez voir en dessous, et d'ailleurs c'était une des premières fois qu'on s'est rencontré avec Philippe au labo, on avait fait des essais avec Sergio Parissé, voilà, qu'on voit en dessous. Voilà, donc la cellule de recherche Stade français, le SF Lab, c'est quoi? C'est une cellule de recherche en fait dont la zone d'expérimentation va se dérouler à l'endroit que vous voyez ici, qui est un gymnase en sous-sol avec un espace de 20 mètres sur 20 mètres de terrain synthétique, avec un environnement très stable qui permet de faire des bonnes prises de mesure. Donc on a un kiné doctorant en biomécanique, moi, une ingénieure doctorante qui est ma collègue Marie Lemoin qui nous accompagne sur le projet, un médecin qui va être avec nous aussi une demi-journée par semaine, et des partenariats avec des écoles de kiné qui nous envoient des stagiaires qui veulent faire leur sujet de mémoire sur des sujets en rapport avec les nôtres, et de la même façon avec le master recherche des arts et métiers et de l'EPF, des étudiants en master recherche qui peuvent venir aussi nous aider. Et tout le monde trouve son intérêt là-dedans. Des joueurs en double projet. On a un jeune joueur deuxième ligne au centre de formation qui est en filière ingénieur et qui fait son stage en ce moment avec nous. Donc là, c'est assez sympa parce qu'il a la double casquette. Ah oui. Il peut nous aider dans... Voilà, il a le ressenti du joueur et il a la compréhension de l'ingénieur. Exactement. Oui. Et l'accompagnement scientifique évidemment de l'ENSAM qui est très important, avec une expertise détachée, la possibilité de continuer de faire les tests complémentaires parce que pour le moment on n'aura pas des hausses au club, un jour j'espère, mais on va quand même avoir besoin d'aller au labo de temps en temps. Et évidemment aussi une aide pour tout ce qui est conférences et publications scientifiques pour faire rayonner vers l'extérieur les choses qu'on pourrait être amené à démontrer. Et un partenaire scientifique avec des partenaires du club qui est assez riche et qui permet aussi de voir assez grand sur ce qu'on veut mettre en place, où effectivement les entreprises qui ont une expertise à faire prévaloir comme Talent sur l'intelligence artificielle nous accompagnent aussi sur le projet, sur ce projet-là.
Alors, on va essayer de resituer un peu le pourquoi du comment on s'est intéressé, c'est des blessures. Donc, les deux blessures qu'on étudie dans le cadre de la cellule recherche, c'est les ruptures de croisés et les blessures disque jambier. Pourquoi ? Parce que ce sont les deux qui... C'est les deux plus fréquentes peut-être, non ? Qui induisent le plus lourd fardeau pour les clubs. Des chiffres qui sont exprès un petit peu impressionnants. La rupture du croisé, c'est 35 000 cas par an en France. Ça coûte 23 000 € par cas à la société. Et aux États-Unis, alors forcément ils sont plus nombreux, donc le chiffre est plus important, mais c'est pas tant le chiffre qui est important. On voit que c'est 17 milliards de coups par an. Mais surtout, quand vous faites un croisé, vous avez plus de chances de développer une arthrose post-croisé, des fois dans les 10 à 20 ans après ce croisé-là. Ce qui veut dire qu'un jeune joueur qui arriverait chez nous à 18 ans, qui se ferait un croisé, pourrait très bien, avant la fin de la carrière, être embêté avec des problématiques d'arthrose. Et le coût que représente cette arthrose secondaire, c'est quasiment la moitié du coût du croisé lui-même. Et ça, c'est quand même assez important. Donc tout ça appelle évidemment à faire des efforts sur la prévention. Et pourquoi sur les sportifs de haut niveau ? Parce que les sportifs de haut niveau, c'est un gros avantage, c'est qu'ils sont capables de faire des choses très répétables. Bien comprendre les consignes, les mettre en place, et pour essayer de démontrer les choses, c'est plus simple. Et on espère à la fin, si on arrive à tirer des conclusions, que ces choses-là puissent être déclinables au reste de la population, pour que ça puisse améliorer aussi la prévention de ces pathologies-là et le problème de santé publique que ça peut engendrer. Un petit focus particulier sur rugby, juste pour montrer, en fait, là c'est montrer les dernières Coupes du Monde. En fait, finalement, l'incidence des blessures a été relativement constante. C'est pour remettre en fois l'accent sur le fait que c'est l'intensité des contraintes qui est peut-être plus mise en jeu. Et ça, c'est une étude qui est faite dans le championnat d'Angleterre, où il y a un suivi épidémiologique qui est très précis, où on se rend compte que, hormis la commotion cérébrale qui arrive en premier, les ischio-jambiers et les croisés, ce sont les deux pathologies qui, sur les 6 dernières années, entraînent le plus gros nombre de jours d'absence pour les clubs. D'où l'idée de s'intéresser à ces deux pathologies-là pour essayer d'avoir un impact favorable. Et en chiffres, justement, les lésions de ligaments de genou, du cartilage et des ischio-jambiers, c'est quasiment 50% des jours d'absence des joueurs de rugby dans le championnat d'Angleterre. Voilà, d'où l'intérêt de faire de la prévention. Ces nouveaux protocoles, donc on avait commencé par en faire un déjà sur une première manip que l'on a faite sur la rupture du croisé. Donc la rupture du croisé, c'est un geste qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, se passe sans contact. Même dans un sport comme le rugby, il y a plus d'un croisé sur deux se fait tout seul. Malheureusement, une image un peu qui c'est jamais très agréable à voir. Donc autant c'est un geste qui est décisif, mais qui peut s'avérer aussi être très risqué. Comme dans beaucoup de domaines, les techniques qui potentiellement rapportent le plus sont celles qui sont les plus risquées aussi. Les plus à risque, voilà, bien sûr. Exactement. Cette rupture de croisé arrive dans trois quarts du temps dans une situation offensive et en première mi-temps. Ce qui fait qu'a priori, la fatigue n'est pas forcément un facteur déterminant, en tout cas à l'échelle du match. Ce qui nous fait dire que ça pourrait être en lien avec des facteurs de risque intrinsèques aux sportifs et on espère potentiellement modifiables. Donc si on arrive à identifier avec un bilan personnalisé quels sont ces facteurs de risque et si on arrive à avoir un impact dessus, on peut avoir un levier intéressant sur beaucoup de pathologies par la suite et beaucoup de jours d'absence. Donc ça, c'est le premier test qu'on avait fait. On a voulu matérialiser un changement de direction avec incertitude. L'incertitude étant matérialisée par la chute du bouclier. Et grâce à la combi d'analyse du mouvement, on a étudié de manière très précise, et grâce aux EMG, la vigilance musculaire au service de la protection articulaire sur le changement de direction. Et on a essayé de signifier, de voir justement s'il y avait des patterns prédisposants à cette pathologie-là. Donc comme vous l'avez vu, le joueur reçoit la balle quand il arrive au milieu des deux poteaux. Ouais. Et à ce moment-là, on fait, sans qu'il le sache, tomber le bouclier d'un côté ou de l'autre, ce qui l'oblige à faire un cadrage débordement, alors que quelque part, il fait de la double tâche parce qu'il doit en même temps réfléchir à « je reçois la balle, je me stabilise, j'analyse la situation et je vais du bon côté ». Ben oui. Donc c'est des prises de décision qui sont extrêmement courtes. Et quand vous faites ça sur une population d'une vingtaine de joueurs, et vous vous rendez compte qu'en fait, entre je connais la situation, c'est-à-dire je fais le cadrage de bordement en sachant de quel côté je vais ou je ne connais pas la situation, il y a une modification significative du pas qui est juste avant le cadrage. Et donc dans la façon de contracter les muscles et dans la façon de se préparer à ce qui va arriver, finalement, la cinématique est modifiée entre je connais et je connais pas.
Et ce faisant, quand on est capable d'identifier ces différences entre ces situations-là, les préparateurs physiques, les kinés peuvent mettre en place un programme de renforcement spécifique ou de vigilance musculaire spécifique pour faire en sorte que je connaisse ou que je ne connaisse pas de quel côté je dois aller, mon système musculaire sera capable de se contracter avec la même vitesse parce qu'il est essentiel d'un point de vue contraction à la résistance de l'articulation. Si les muscles ne se contractent pas, compte tenu des efforts, on s'arrache le genou instantanément. Et donc toutes ces questions de temporalité dans la façon dont les muscles se contractent et comment on peut éduquer les joueurs via des exercices spécifiques qui sont mis en place justement par les clubs pro, c'est essentiel à la prévention des blessures. Et donc pour faire ça, on utilise des outils statistiques un petit peu originaux qui nous permettent de comparer. Donc là, vous avez la flexion du genou avec en rouge une situation, en bleu une autre, et de voir sur quelle phase on a des différences significatives et comment on peut expliquer ça. Et aujourd'hui, les outils qui nous permettent de faire ces différences significatives, c'est des outils mathématiques qui sont extrêmement développés et on se fait accompagner justement pour utiliser les outils mathématiques de dernière génération, l'IA de dernière génération sur ces traitements de signaux, parce que ce n'est pas des choses standards qui nous permettent de faire sortir des signaux de très faible amplitude et de pouvoir les faire remonter. Et alors, pour compléter, l'idée étant justement de se dire, c'est pas parce que votre genou se comporte bien en situation préétablie, c'est-à-dire je sais de quel côté je vais, qu'on peut en déduire de comment il va se comporter avec incertitude. Or aujourd'hui, la plupart des tests de retour au jeu sont en conditions préétablies. C'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de tests faits dans la littérature ou dans les clubs. Mais l'idée d'essayer d'identifier cette signature cinématique et cette signature neuromusculaire, c'est de caractériser la condition d'incertitude et la condition de préétablie et de pouvoir tester le joueur dans les situations pour que lorsqu'on va valider un retour au jeu, on le fasse vraiment avec le maximum d'assurance que ça va bien se passer. Parce que c'est presque la situation la pire, ça, d'arriver en pleine vitesse devant l'obstacle et de ne pas savoir de quel côté on va. Pour les genoux, c'est une des situations la pire parce qu'on imagine la déstabilisation. Si je pars à droite, il faut aller à gauche. Ouais. L'idée a été de démontrer que justement, en condition d'incertitude, on avait une majoration de certaines amplitudes et la majoration de ces amplitudes allait entraîner une majoration des efforts, des contraintes vécues par le sujet. Donc là, en fonction de si le joueur arrive avant-pied sur la position de droite ou arrière-pied, les contraintes vécues par le genou ne sont pas les mêmes. Elles sont plus importantes dans le deuxième cas. Et on peut voir d'ailleurs de face, ça vous paraît même à vous, ça mime assez bien là, ce que vous venez juste de montrer. Vous voyez bien que le joueur de droit qui a une inclinaison du tronc qui n'est pas trop importante et qui ne subit pas son appui et sa vitesse, il est déjà prêt à repartir dans l'autre direction, là où l'autre joueur subit et clairement le deuxième joueur est dans une situation qui est beaucoup plus à risque pour les ruptures de croisée. Ça c'est donc là justement la notion d'incertitude, la gestion de l'incertitude. Il y a une petite excusez-moi. Voilà. Il y a une vidéo. Il y a de petites vidéos qui ne se sont pas lancées. Ouais, je veux bien. Voilà, pardon. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs stratégies pour gérer l'incertitude. Il y a une stratégie qui consistait à piétiner avant la prise de décision, sauf que le joueur perd sa vitesse et donc là on a la performance qui est diminuée. Ok, les facteurs de risque le sont, mais avec moins de performance. On a une situation que l'on considère comme étant un bon compromis, où le joueur fait un appui qu'on appelle conventionnel. Un appui droit succède à un gauche, un appui gauche succède à un droit, où finalement on ne perd pas trop en performance et on améliore, on diminue les facteurs de risque. Et un dernier où on voit que vous voyez, le joueur, là où normalement on se serait attendu à ce qu'à son pied droit succède à un pied gauche, finalement il a fait droit-droit de manière à pouvoir changer de direction le plus rapidement possible. C'est très efficace. Ça, c'est un joueur qui va certainement prendre le dessus sur son adversaire, mais c'est plus contraignant. Mais ça pose une question très importante, et sur laquelle on essaie de rester en alerte, de trouver le meilleur compromis performance-prévention. Parce que pour un sportif de haut niveau, c'est pas audible de s'entendre sacrifier la performance au service de la prévention. C'est quand même des joueurs qui cherchent à être meilleurs que les autres. On ne peut pas les priver de cet atout-là. Donc on essaie quand même d'avoir cette ouverture sur attention à ne pas trop impacter la performance dans les
consignes de prévention qu'on va pouvoir mettre en place. Est-ce que quand vous bossez avec les joueurs, ils le savent forcément, mais est-ce que de le voir comme ça, expliqué par des gens en vidéo, est-ce que des fois ça leur donne pas une conscience un peu supérieure sur cette action-là? Parce que on sent ils sont que dans un ressenti instinctif. Voilà, ils lisent dans les yeux du gars en face, bim, je pars à droite. Que là, de le voir et de le décomposer, ça doit donner quand même des clés à certains pour se dire, tiens, je vais travailler ce petit côté-là, le droite-gauche. Non, ça leur donne des clés quand même. Évidemment, en termes de pédagogie sur les changements pour être amené à faire, en termes de technique et choses. Mais là où c'est le plus riche, c'est aussi en sens inverse. C'est le ressenti qu'eux peuvent nous donner et qui peuvent aussi nous permettre de mieux comprendre des situations. C'est pour le coup, les deux sont très intéressants. Carrément. Les deux sujets de thèse, en gros, ce sont deux sujets qui posent sur deux situations à risque, donc vous l'aurez compris, qui sont le croisé et le sprint. Et la finalité, c'est de réussir à créer un modèle musculo-squelettique en capacité de quantifier les contraintes vécues par les structures qui nous intéressent, les ischios en sprint et les ligaments lors du changement de direction. Ce, grâce à toutes les technologies qu'on vous a montrées qui serviraient d'input pour alimenter ce modèle, pour avoir un modèle le plus proche, la meilleure approximation possible de la réalité du sportif. Et ce, pour permettre à terme d'avoir ces fameux tests écologiques de validation de retour au jeu et d'identification des facteurs de risque biomécaniques et neuromusculaires. On va peut-être accélérer un petit peu. Ça, c'est la première partie du sujet de test qu'on a fait. Donc, c'est un test assez intéressant. C'est un test de validité du matériel. Donc, les caméras d'analyse du mouvement que Philippe vous a aussi présenté tout à l'heure, qui sont les caméras markerless, on doit d'abord les comparer à l'outil standard de référence qui est le Vicon. Donc là, en fait, vous allez voir que les joueurs vont réaliser la même action filmée par les deux systèmes et qu'ensuite on va essayer d'identifier à quel point les systèmes sont proches ou non l'un de l'autre et que s'il y a une incertitude de mesure entre les deux, au moins on saura quelle elle est quand on fera nos futures manipulations. Donc là vous allez voir un joueur qui réalise un test changement de direction dans une vitesse qu'on espère maximale en fonction de la distance disponible avec le passage sur les plateformes de force. Ce qui va permettre ensuite d'avoir un modèle en fil de fer sur le Vicon et puis de passer ensuite à un modèle sur un outil qu'on appelle en OpenSim qui va nous permettre de mesurer toutes les amplitudes, toutes les vitesses, la trajectoire du centre de masse. Et on va essayer de voir à quel point nos deux outils nous renvoient des infos similaires ou non. Donc vous voyez un petit peu notre terrain de jeu. Le laboratoire a décidé stratégiquement maintenant de s'implanter dans les clubs. Donc là, on a la chance d'avoir maintenant une antenne, au moins 3 au stade Jean-Bouin, qui est quasiment dédiée à la biomécanique. Il ne pleut jamais, il fait toujours la même température, on peut bosser quand on veut. On a la vraie surface du jeu qui est la même que celle qui est sur le stade, qui est juste en dessous. On peut mettre notre système d'analyse de mouvement qui marche par IA. On a la salle de muscu qui est juste à côté, le staff médical qui est juste au-dessus, les joueurs à volant à disposition. C'est le rêve. C'est Disney là. C'est génial, c'est génial. Mais je vois des étudiants là qui ont choisi la mauvaise option, qui n'ont pas fait biomécanique aux arts et métiers, qui sont en train de s'en mordre les doigts. Bon, si on peut changer d'avis. Et donc on a la chance de travailler dans un environnement super pro, qui est exceptionnel. L'accompagnement d'AM Valor pour toute la partie contractualisation, la partie CIR, c'est hyper important. Nous pour la partie accompagnement scientifique. Et c'est des projets qui sont super motivants, qui sont super originaux, y compris à l'échelle mondiale. Vraiment, World Rugby nous suit à fond parce que la France, sur ces thématiques-là, est très en avance sur beaucoup de pays. Et pour les clubs et pour nous, c'est un intérêt commun. Donc voilà où on en est. Le prochain projet, vous allez le voir, c'est finalement de faire en sorte que le -3 de Jean-Bouin, on soit capable de le décaisser pour mettre des plateformes de force à même la salle. Il faut en discuter un petit peu avec la mairie de Paris. Bon, on va en discuter avec eux, ça va se faire, hein, on est d'accord. On espère. Voilà, et donc là, juste les futurs axes de recherche, les perspectives. Donc en fait, l'idée, pour faire assez simple, c'est vraiment réussir à comprendre comment un joueur bouge dans son corps et interagit avec son environnement. L'interaction avec l'environnement, c'est aujourd'hui possible grâce au GPS notamment et tout ce qui est système de tracking qui va nous permettre de même dessus la trajectoire des ballons. Donc un jour viendra, on sera en mesure de corréler la dynamique du joueur, la façon dont il bouge avec la trajectoire du ballon. Ce sera un outil assez utile parce qu'on pourra donner par exemple au coach la possibilité de dire quel conseil technique génère quelle amélioration ou non de trajectoire. Et on peut avoir la même chose aussi sur la façon dont le joueur bouge au sein de son environnement. Ça typiquement c'est des choses qu'on fait déjà avec la Fédération française de golf. Maxime Bourguin que j'ai vu passer par là a fait sa thèse avec eux et du coup a permis
d'avoir une très belle corrélation entre des paramètres biomécaniques et la performance au swing. Donc on est quasiment sur les mêmes outils, mais dédiés cette fois-ci au rugby. Voilà, on a d'autres sujets aussi en cours, comme un sujet qui avait déjà été lancé avec notre entraîneur en chef au Stade Français, Karim Ghizal, qui a déjà participé à une expérimentation avec l'EPF, avec Maxime et avec Philippe autour du lift en touche. L'interaction joueur-environnement avec l'approche neurocognitive, où les docteurs du Stade Français, Elliot Rubio et le neurologue Jean-François Sherman travaillent. Les protège-gens connectés, et évidemment aussi à terme le croisement de data grâce à l'IA entre données GPS, monitoring, où là on va s'intéresser un peu plus à la charge de travail, parce que même si on a dit que c'est a priori c'est pas l'axe qu'on avait choisi nous, ça reste quand même un des phénomènes très importants qui vient compléter le triptyque pour essayer de faire de la performance et de la prévention. Donc cette cellule recherche, c'est quoi? C'est tout un écosystème de partenaires autour du club, 2 écoles d'ingé qui permettent un accompagnement scientifique des clubs, la possibilité d'accompagnement des joueurs centre de formation ou pro en reconversion, d'accompagnement des staffs aussi en quête de personnalisation, une école de kiné qui nous envoie encore une fois des stagiaires et qui peuvent être des ressources potentielles pour le futur, et enfin des sponsors et partenaires dont on a déjà parlé, comme Malakoff Humanis qui est une mutuelle et Talent qui nous accompagne aussi dans ce projet, et voilà, donc ça fait beaucoup de gens au service d'un projet qui on espère sera vertueux pour la suite. Qu'il l'est déjà, qu'il l'est déjà. On espère. Bah ouais, carrément. Merci beaucoup. Donc le mot de la fin, allez au stade. Ouais. Bon, il est 3h, on est parfaitement à l'heure, mais question, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Est-ce qu'on ouvre là les recherches, là, parce qu'on est sur le SF Lab, mais le SF Lab, est-ce qu'il a vocation à sortir toutes les recherches et à les donner à tout le monde, les partager, ou est-ce que ça reste un peu quand même dans 2-3 clubs qui les gardent précieusement? Non, il y a toute la partie santé où il y a vraiment une volonté de tous les clubs de partager la donnée. Ça c'est bien aussi. Et en plus, c'est vraiment, comment dirais-je, mis en place par la Fédé et par la Ligue, où il y a des commissions médicales qui ont pour but justement que tous les médecins de top 14 et de Pro D2 se rassemblent. Ils le font le jour de la finale du top 14 et on montre tous ces exposés-là, tous les clubs confondus. Génial. Et tous les rapports sont envoyés à tout le monde. Après, sur la partie performance, il est clair que là, c'est de la donnée stratégique et chaque club a sa façon de travailler et du coup, là, pour le coup, c'est cloisonné. Est-ce que c'est en lien aussi, tu évoquais que la France était quand même bien placée dans ce type de recherche. Est-ce que on l'a vu quand même, on a une belle équipe de rugby là aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant, qui flirte, qui est toujours sur le podium et qui flirte vraiment avec l'élite en permanence. C'est lié un peu ces recherches-là. On imagine que dans les clubs, ça fait du bien quand même d'avoir un labo en bas, même pour les joueurs. Ça crée un cadre et un environnement qui est quand même qui donne envie d'aller dans la performance. J'imagine ça nourrit la performance dans les résultats. On espère. Déjà, ne serait-ce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, si on arrive à faire revenir des joueurs dans des meilleures conditions sans se reblesser, et déjà ça veut dire que les meilleurs joueurs sont plus souvent présents, les résultats vont s'en sentir améliorés. Et les joueurs sont aussi dans un climat de confiance, voyant qu'on prend en charge leur santé. Je pense qu'on a la chance d'être les 2 clubs, même s'ils ne s'aiment pas trop. C'est des clubs où vraiment on met l'accent sur la santé, et je pense que pour un joueur, ça c'est très important de se sentir en sécurité, notamment à travers ces jeux de commotion, où ils savent que voilà, ça c'est difficile de quantifier l'apport que ça a, mais ça en a un qui est non négligeable à bien des égards. Carrément. Eh bien, un grand merci à tous les deux, on peut vous applaudir encore parce que c'est vraiment un super sujet.